Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes et aujourd'hui on est à Paris, à la Caisse d'épargne avec Patrice. Merci de nous accueillir dans ces beaux lieux et de prendre du temps pour discuter avec nous. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Bonjour Chloé, bien volontiers. Patrice Cross, je suis directeur d'une structure du groupe BPCE, une structure qui a été créée et soutenue par les caisses d'épargne, comme tu le disais à l'instant, qui s'appelle Finance et Pédagogie. On aura l'occasion d'en parler probablement. C'est une structure de formation sur les questions financières et d'argent. Et puisque tu me demandes de me présenter, je suis un ancien étudiant de sciences politiques, j'ai eu la chance d'évoluer dans des milieux professionnels assez divers, j'ai été collaborateur d'élus, j'ai été responsable du réseau d'une grosse fédération professionnelle, et puis il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai fait une rencontre avec les caisses d'épargne, et il y a eu un vrai fit entre moi et ce groupe, parce qu'à l'époque, les caisses d'épargne devenaient banques coopératives, et elles devaient mettre en place ce statut, nouer des relations avec leurs clients qui devenaient sociétaires, et qui ont un poids important dans la gestion des caisses d'épargne, et puis déployer par ailleurs, comme elles l'ont fait depuis le début de leur histoire, des engagements forts sur le territoire. Et j'étais au début de cette histoire à la Fédération nationale des caisses d'épargne, et depuis mon parcours, j'étais intéressé par les questions économiques. C'est pour ça que j'avais, après la phase politique, souhaité évoluer vers le secteur économique. Mais ce qui m'intéresse, c'est un engagement économique qui prenne sens et qui a un vrai retour pour les habitants, sur les régions, les territoires. Et cette rencontre entre l'efficacité économique, le financement d'économie et un retour sur les territoires et un engagement dans les différentes régions de France, je l'ai trouvé aux caisses d'épargne. C'est pour ça que je parle de FIT avec les caisses d'épargne, et j'ai décidé d'inscrire mon parcours professionnel dans ce réseau. Je l'ai d'abord été en m'occupant de la mise en place du statut coopératif. J'étais directeur de la communication à la Fédération des caisses d'épargne. Et il y a maintenant 7-8 ans, j'ai eu envie de m'impliquer plus avant dans leur politique d'engagement et j'ai pris donc la direction d'une structure qui, comme je le disais à l'instant, s'appelle Finance et Pédagogie, qui fait de l'éducation financière, on aura l'occasion d'en parler, je pense, au service de nos concitoyens, parce que c'est quelque chose de profondément utile et qui participe de la politique de RSE, responsabilité sociale des entreprises, des caisses d'épargne. Donc, c'est la performance économique des caisses d'épargne rend possible ce type de mécénat, c'est un mécénat. Et je m'engage avec beaucoup de bonheur sur cette action qui est très opérationnelle, très concrète, très utile aux gens et qui probablement pourrait pas se développer sans le soutien d'un grand groupe bancaire. Donc voilà ma vie professionnelle. Et je crois que je vais te laisser poser la question d'après. C'était déjà un bel aperçu. Alors j'allais te demander quel est ton parcours et comment devenir banquier, mais finalement on a déjà eu beaucoup d'aperçus de ce que tu as fait. Donc comment on se retrouve dans une structure comme celle-là, justement. Pour revenir là-dessus, comment on devient banquier ? Moi, je ne suis pas banquier. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai exercé le métier de banquier, puisque j'ai eu des fonctions de siège et maintenant je dirige une structure de formation. Mais je travaille dans une banque. Alors, je t'ai expliqué il y a quelques minutes combien ça pouvait être passionnant, finalement, de voir combien l'efficacité d'une banque, elle participe aussi d'actions utiles pour le pays et pour les régions et pour leurs habitants. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une banque, c'est au cœur de la vie. C'est ce qui m'a intéressé quand je faisais Sciences Po, quand je travaillais auprès d'élus, quand j'étais dans une fédération professionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans des endroits où la société est en mouvement, où il se passe des choses, où on participe du progrès, dans ces sociétés. Et les banques, finalement, quand on y réfléchit bien, elles sont au cœur de ce progrès. Parce qu'on aura l'occasion peut-être de se le redire, mais la question financière, elle est centrale dans une société. Il y a toujours une dimension financière. Et le métier des banques, c'est de faire en sorte que cette dimension financière, elle se passe bien, elle soit professionnelle, que l'argent circule, qu'il vienne servir des projets utiles. Et c'est ce qui m'a attiré dans ce secteur. Parce que finalement, une banque, aujourd'hui, elle fait que la société garde consistance. Et lorsqu'elle le fait comme nos mécènes avec efficacité, derrière, ça leur permet d'aller plus loin dans leur engagement, de déployer des programmes de RSE qui vont renforcer cette utilité sociale. C'est la raison pour laquelle je suis très fier, très heureux de participer à la grande aventure d'une banque coopérative comme les caisses d'épargne qui est ancrée dans le territoire. Même si, et en toute modestie, je dois le dire devant tous mes collègues, pour ceux qui nous écoutent en tout cas, moi je n'exerce pas le métier de banquier. Mais c'est une donnée que doivent avoir les jeunes d'ailleurs en tête. On peut travailler dans une banque sans être concrètement un banquier. On participe d'une multitude de métiers. Dans une banque, vous pouvez faire de l'informatique, des ressources humaines, de la finance, bien évidemment.
du commercial, de la communication, du marketing, être sur des aspects RSE. Donc la diversité des carrières qui s'expriment dans une banque est particulièrement motivante. Et en tout cas, moi, m'a pleinement motivé et me motive encore. Quel est le rapport avec, j'ai envie de dire, avec le podcast, avec l'art, puisque nous, on parlait de banque, d'argent, etc. Comment ça s'intègre avec le milieu artistique et pourquoi tu es avec nous aujourd'hui, finalement? Alors bon, mes collègues diraient qu'être banquier, c'est un art majeur, mais ça va un peu plus loin. Hein. Bon, d'abord, les gens sont pas compartimentés. Hein. Moi, dans le milieu bancaire, je connais beaucoup de personnes qui font preuve d'un grand professionnalisme et qui, par ailleurs, ont des vraies passions, notamment artistiques. J'ai en tête des dirigeants de banque qui sont des grands musiciens. Un de mes collègues, dans la structure que je dirige, qui est un très bon formateur de terrain, et par ailleurs écrivain, et plutôt écrivain à succès. Voilà, je le suggérerais tout à l'heure comme personne à interviewer, voilà, par exemple. Donc on peut être banquier, être sensible aux arts. Mais je pense que même dans l'exercice du métier de banquier, on est amené à rencontrer des artistes. Nous finançons des artistes, nous finançons des films, nous soutenons la créativité, qu'elle soit musicale, picturale, cinématographique. Donc, dans l'exercice même du métier, parce qu'une banque est au cœur de la société française, mais naturellement, on rencontre des artistes. Le fait est qu'en plus, par passion, par hasard de la vie, les uns les autres, on peut avoir nos propres intérêts par rapport à cela. Moi, il se trouve être que les domaines artistiques m'intéressent. Mon hobby, à titre personnel, c'est d'organiser des manifestations culturelles. Et donc, c'est vrai que nécessairement, ça se retrouve dans ma manière de déployer mon activité, qui bien évidemment ne se résume pas au monde des arts, mais qui bien évidemment aussi les concerne. Donc, la finance et pédagogie, nous travaillons aussi pour des artistes, ou comme on travaille pour l'ensemble de la population française. Voilà comment, travaillant dans une banque, on peut croiser la question des arts, et voilà pourquoi moi je suis très heureux de répondre à tes questions dans le cadre de Graines d'artistes. On est très heureux de parler d'argent un peu aussi sur l'épisode. Ça peut être important de parler d'argent aussi, même quand on est artiste. Bah oui, il faut bien vivre à un moment et on a besoin d'argent. Ça, il faut vivre. Comment concrètement vous intervenez du coup avec finance et pédagogie? Est-ce que tu veux parler un peu plus de ce qui s'y passe? J'espère, bien sûr. Hein. Alors, finance et pédagogie, c'est une des plus importantes, je pense même que c'est la plus importante structure d'éducation financière en France. FP, comme on dit dans notre langage courant, a été créée par les caisses d'épargne en 1957, parce que les caisses d'épargne ont dans leur ADN l'idée que la pédagogie est quelque chose qui libère les personnes dans leur vie. Bref, quand on connaît un sujet, on le maîtrise et ensuite on peut l'utiliser. Par rapport à leur métier, elles ont souhaité créer en 1957 une structure qui familiarise les gens à la maîtrise de la question financière. Donc nous sommes une structure d'information, de formation pour la bonne maîtrise de ces questions financières, parce que ça libère, parce que ça rend plus autonome, parce que ça participe d'une vie réussie. Alors c'est une mission qui est d'autant plus importante qu'en France, il n'y a pas de professeur d'argent, ou peu. Il n'y a pas un moment identifié, si ce n'est le passage dans la famille, mais alors avec des parcours plus ou moins réussis, il n'y a pas de moment identifié où on apprend aux jeunes Françaises et aux jeunes Français ce qu'est l'argent. Et donc, finance et pédagogie, c'est justement une structure qui vise à concrètement montrer comment utiliser l'argent. Je vais te faire une confidence, Chloé. Dans ta vie, tu vas nécessairement rencontrer des questions d'argent. Alors, ça sera dans ta vie personnelle, pour mener ta vie de famille, etc., dans ta vie professionnelle et dans ta vie citoyenne. Or, on est dans un pays où il y a des tabous sur la question. On est dans un moment où la société bouge, où il y a des crises, donc le rapport à l'argent est bouleversé. Donc, il faut apporter ces formations et ces informations. Et c'est le métier que nous donnent les caisses d'épargne. Et elles nous donnent parce qu'elles estiment que c'est cohérent avec leur métier de gérer les questions financières en tant que banquier. Donc, c'est un engagement RSE qui est particulièrement cohérent. Ça, c'est la raison de l'existence de FP. Alors ensuite, très concrètement, eh bien, finance et pédagogie, c'est une structure qui travaille avec des mairies, des départements, des ministères, des facultés, des lycées, des écoles, avec des associations, avec des entreprises, parfois de très grosses entreprises, des banques, des mutuelles, des sociétés du service, et qui, à la demande de ces structures, va réaliser des actions de formation en question d'argent sur un panel d'intervention qui est très large. Hein. On peut parler de la question du budget, de la relation à la banque, de s'assurer, mais de plus en plus, on est à la pointe des enjeux de société pour répondre au bouleversement de la question de l'argent. Il
Je vais te donner un seul exemple, c'est le digital. Avec le digital, l'utilisation de l'argent est devenue très très différente. Il faut former les gens. On ne peut pas tenir acquis, dans une société comme la nôtre, que tout le monde sait tout sur tout. Donc, il faut des phases d'apprentissage. Et c'est le métier qu'on déploie en s'appuyant sur un réseau de 25 formateurs qui sont des gens de grands experts de ces questions-là, qui sont tous d'anciens banquiers et qui sont répartis sur tout le territoire. Et puis avec une équipe de siège qui, depuis Paris, anime tout cela. Donc, appelez, nous contacter via notre site internet Finance et Pédagogie, c'est pouvoir être formé à des sujets basiques, mais aussi à la création d'activités, à la reconversion professionnelle, à un projet de vie lié à l'immobilier, ou à des difficultés qu'il faut dépasser et qui appellent un accompagnement plus fort. On le fait sous forme de formation collective, en présentiel, à distance, mais on peut également le faire, et c'est nouveau à Finance et Pédagogie, en déployant des accompagnements individuels. Actuellement, nous avons 25 bénévoles issus du réseau des caisses d'épargne qui, aux côtés de FP, acceptent de déployer des accompagnements individuels. Parce que la formation, elle prépare, puis ensuite, l'accompagnement individuel, il permet à structurer le projet plus avant. Et on le fait tout cela parce que quand la question d'argent, qui est un tabou, je le répète, et qui est un sujet souvent appréhendé en dernier, quand cette question d'argent elle est traitée, tout simplement la vie elle devient plus facile. Apprendre, ça aide vraiment. Donc voilà, c'est ça le métier de FP. On forme à peu près 50 000 personnes par an. C'est ce qui m'autorise à dire que, et c'est le fruit de l'histoire, on est la plus grosse structure privée sur ces questions-là. On fait près de 4000 formations par an. Et ça, on le fait parce qu'on a des mécènes solides qui croient vraiment aux vertus de l'éducation sur ces questions financières. C'est vrai que ça fait un bon nombre de formations et un bon nombre de personnes formées. Et c'est depuis 60 ans que grâce aux caisses d'épargne, ça se perpétue. Moi, je ne suis que le énième directeur d'une longue lignée de directeurs, et de même que les conseillers sur le terrain. C'est un métier militant et c'est un métier qui, une fois encore, est au cœur de la société française. Tu vois, là, vraiment, on rencontre des situations très diverses. Un conseiller FP, il peut commencer sa journée dans une mission locale avec des jeunes qui sont en insertion. Il peut aller dans une grande école en cours de semaine. Il peut rencontrer des créateurs d'activités et puis finir sa semaine avec des personnes qui sont en situation d'aidance et qui ne savent pas comment gérer financièrement les danses d'un parent vieillissant, par exemple. Et cette diversité, c'est un moteur, un carburant fantastique pour apprendre, pour proposer, pour partager, et puis pour aider les gens à l'aune de nos moyens. Puisque tu parles de diversité, justement, est-ce que les artistes, eux, ils s'intéressent à l'argent? Est-ce que c'est une question importante pour eux ou pas, de ton expérience? Alors, pour l'expérience que j'en ai, pour être clair, l'activité qu'on peut développer auprès des artistes est relativement minoritaire par rapport à la volumétrie, parce que c'est la place qu'ils ont dans la société française. Ils sont pas si nombreux que ça, mais malgré tout. Dire d'abord que les artistes, ils sont comme tous les autres membres de la société française. Ils s'intéressent plus ou moins à l'argent et ils sont plus ou moins compétents. Pas plus, mais pas moins. Voilà. On est quand même dans une situation où hommes, femmes, quelle que soit la CSP, les personnes n'ont pas forcément le goût, le temps ou la rigueur de s'investir sur les questions d'argent. Il y a quand même plus de la moitié des Français qui déclarent ne pas être à l'aise quand ils ont à traiter un aspect financier de leur vie. Il y en a les deux tiers, c'est bien le chiffre, la statistique, 70% pour être précis, qui disent qu'ils auraient besoin d'être accompagnés quand ils ont un acte financier à prendre dans leur vie. Et donc les artistes, bien évidemment, ils sont concernés. On verra si au cours de l'interview tu me poses la question, mais on déploie des dispositifs les concernant. Mais je pense que le rapport des artistes à l'argent, il va au-delà de ce constat général. Ils ont besoin bien sûr d'être formés sur l'argent, on pourra en parler, mais c'est un sujet qui, dans la création artistique, prend une dimension qui est quand même assez forte. L'argent est une source d'inspiration, en contre ou en pour. Une des plus grandes pièces de théâtre qui a été écrite du répertoire français, c'est l'Avare. C'est pas un hasard. Ça remonte à une fable qui avait dû être écrite par Plaute pendant l'Antiquité. Donc on voit que sur 2000 ans, l'argent est une source d'inspiration et le rapport à l'argent est une source d'inspiration. Je pourrais multiplier les œuvres. Il y a l'or de Blaise Cendrars, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais j'y vais gaillardement. Il y a les marchands de Van Eyck en peinture. Enfin bon, bref, le rapport à l'argent est un sujet d'inspiration, je le répète, en pour et en contre. Donc bon, les artistes s'y intéressent en tout cas, souvent pour le critiquer.
peut-être parfois pour regretter de ne pas en avoir assez. Bon, ça c'est la première chose. Et puis, il y a aussi un débat qui est peut-être un peu plus de fond, de se dire, mais finalement, ce rapport à l'argent chez l'artiste, et moi je le ressens bien en étant organisateur d'un festival à titre personnel, ils connaissent bien la question, mais il y a une relation compliquée. C'est le moteur et en même temps, parfois, c'est l'aspect bloquant. Cette relation à l'argent est-elle constitutive de l'artiste ? La question que je me pose, moi, de temps en temps, dans mon métier, puis à titre personnel, c'est-à-dire, est-ce qu'un artiste, finalement, quand il réussit, quand il a de l'argent, il reste créatif ? Il y a un peu cette idée de l'artiste maudit, quoi, quelque part. L'artiste maudit, Van Gogh, qui va un peu traîner la misère toute sa vie, et puis qui maintenant a des tableaux qui sont vendus des millions et des millions d'euros, et qui donnait ces mêmes tableaux à la fin de sa vie pour payer un repas ou une chambre dans l'auberge où il vivait. On se dit finalement, est-ce que Van Gogh aurait été Van Gogh s'il avait réussi économiquement ? Alors moi, j'ai tendance à penser qu'on peut réussir économiquement et être créatif. Il y a de très grands écrivains, Émile Zola par exemple, qui avaient très bien réussi économiquement et qui sont restés de très grands écrivains. Mais je pense que c'est un débat. Et on voit donc, et j'en arrêterai par là, que l'argent, c'est quand même un sujet qui concerne au plus haut point la création artistique, au-delà même de sa dimension économique. En tant qu'artiste, quels seraient les conseils ou les choses à faire pour justement bien gérer son argent et être à l'aise avec son argent en tant qu'artiste ? Alors d'abord, merci de m'avoir qualifié d'artiste un court instant, mais malheureusement, je ne suis pas artiste. Alors c'est un grand regret. J'espère avoir des compétences, je ne suis pas certain d'avoir des talents. Je ne renonce à rien. C'est propre à chacun. Là, je ne renonce à rien, j'ai 53 ans et je ne désespère pas quand même de développer des talents au fil du temps. En revanche, bien évidemment, des artistes, ils ont des questions d'argent. Et nous, à Financer Pédagogie, dans notre métier, quand on rencontre des artistes, qu'on a cette chance, la question qu'on se pose, c'est de se dire comment est-ce qu'on les amène à maîtriser leurs questions d'argent pour que ce soit pas un frein et qu'ils puissent vivre leur talent. C'est bizarrement la même problématique pour les sportifs de haut niveau. Un artiste, il est là pour être créatif et vivre son art. Un sportif de haut niveau, il est là pour faire de la performance sportive, etc. Et quelque part, on a un peu l'idée que la question d'argent vient troubler ce travail créatif ou de performance. Donc nous, on arrive un peu comme les rabat-joie, mais en même temps comme ceux qui peuvent apporter des solutions. Je suis pas certain d'avoir vu beaucoup d'artistes ou de sportifs de haut niveau. On forme des centaines d'artistes de haut niveau depuis 2-3 ans à Financer Pédagogie. Je suis pas du tout certain d'en avoir vu beaucoup arriver en poussant des cris de bonheur à l'idée de faire une séance d'éducation financière et budgétaire. En revanche, tous ceux qui l'ont fait, je sais qu'ils sont repartis avec quelque chose qui leur a été utile. Alors, dans le cas des artistes, où est-ce qu'on peut se rencontrer ? On se rencontre d'abord sur des situations personnelles. Ils ont à gérer leur finances domestiques, comme on dit, hein, avec souvent des variations du revenu sur la durée, et qui peut rendre, c'est la problématique de l'intermittence, qui peut rendre la situation parfois compliquée, avec aussi des problématiques de revenus qui ont des statuts assez différents, qui peuvent rendre les déclarations fiscales un peu plus compliquées. Donc surtout ces sujets, les artistes, ils ont besoin de formation de base, comme tout le reste de la population, mais avec les spécificités de leur domaine, pour pouvoir arriver à mener leur vie personnelle. Alors on en rencontre en formation, plus rarement avec des groupes dédiés. On a eu par le passé des partenariats avec une grosse école de théâtre. La vérité, c'est qu'on se rend compte que c'est quand même des métiers où on n'arrive pas à rassembler tout le monde sur un sujet comme ça. Donc on les rencontre plutôt au fil de l'eau. Voilà. Le deuxième moment où un artiste peut avoir besoin de formation en question d'argent, c'est quand il se retrouve amené à monter un gros dispositif. J'ai un ami qui s'appelle Gauthier Herman qui déploie un dispositif qui s'appelle Je cours pour la culture. C'est un musicien. Il a le tort de ne pas avoir été formé par AFP, mais il ne peut pas avoir toutes les qualités. Et bien, lorsqu'il lance son dispositif Je cours pour la culture, c'est un gros sujet financier, hein, tant en termes de charges que de dépenses. Alors lui, il se trouvait qu'il est plutôt aguerri sur ces questions-là, mais il y a beaucoup d'artistes qui se lancent dans un projet de concert, de théâtre, de festival, d'exposition, gagneraient à être formés sur les aspects financiers. Voilà. Je pense que c'est actuellement une zone qui n'est pas couverte. Et c'est une question probablement où il faut qu'on arrive à travailler avec les structures intermédiaires du monde des arts et de la culture. Puis le troisième sujet, c'est que les artistes, ça peut être des entrepreneurs. Il y a
les troupes théâtrales, par exemple. Et là, clairement, il faut qu'il y ait des formations à la gestion d'une troupe. C'est comme la gestion d'une entreprise ou d'une association. Et FP peut, dans ce cas-là, répondre aux besoins, puisque FP déploie des formations pour la création d'activités, pour la gestion d'une association, pour la gestion d'une entreprise. Et on est tout à fait capable de répondre aux besoins des artistes qui nous écoutent pour leur donner des conseils. Alors, comme nous sommes soutenus par un mécène puissant, quand on travaille pour ce qu'on appelle les publics cibles, c'est-à-dire les premiers concernés, on peut intervenir gratuitement ou quasi gratuitement. Je suis pas en train de vendre ma soupe de formation. Hein. C'est ça la politique RSE d'une banque. On peut intervenir gratuitement. Et lorsque ça se présente, on le fait avec beaucoup de bonheur. On peut aller assez loin dans cet accompagnement, puisqu'on peut faire des accompagnements individuels au-delà des formations collectives. Et je vais faire un petit scoop pour Graines d'Artiste. Il en fallait un. Une exclue Graines d'Artiste. On a lancé notre dispositif d'accompagnement maintenant il y a quelques mois avec des personnes dûment formées et très compétentes en la matière. Et notre premier accompagnement individuel, c'est un artiste. C'est un écrivain, donc je dirais le nom parce que la question n'est pas là, qui nous a demandé à bénéficier d'un accompagnement individuel parce que au-delà de ses travaux d'écriture, il se débrouille très bien sans nous pour ses travaux d'écriture. Cet écrivain, il veut créer une entreprise sociale. Voilà, avec un objet sociable, une entreprise, hein, et on l'accompagne dans cette démarche pour clarifier sa méthodologie, son plan de financement. Ça se passe extrêmement bien, et lorsque ce sera un grand succès, je donnerai son nom, mais pas avant. On rajoutera le nom juste en dessous. C'est ça. Et justement, qu'on soit un artiste individuel ou peut-être un collectif ou quelque chose, si on a besoin d'aide sur quelconque sujet, que ce soit, je sais pas, chercher peut-être justement du financement, des sponsors, monter un projet, comment on fait pour contacter Finance et Pédagogie? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'on peut juste envoyer un mail? Et comment ça, Alors, ça fonctionne? En théorie, Finance et Pédagogie travaillent avec des structures partenaires. Tout à l'heure, j'évoquais ce partenariat qu'on a réussi à faire vivre, même modestement, avec une grande école de théâtre. Nous, on entend un partenariat, c'est des partenariats gratuits, souvent l'hypothèse ou quasi gratuits. Et la structure nous adresse des étudiants de l'école qui vont avoir besoin d'un accompagnement, de formation, etc. Donc en théorie, c'est les structures intermédiaires qui font le travail et qui bâtissent avec nous un projet. On est capable vraiment de répondre à des besoins très spécifiques parce qu'on a la compétence de dans un réseau et notre histoire et on investit beaucoup dans notre pédagogie, notre ingénierie pédagogique et nous sommes capables de répondre à une demande spécifique liée au monde artistique. Et dans ce cas-là, l'artiste concerné n'a pas à se poser la question. Par exemple, en ce moment, je me pose beaucoup la question de travailler avec des structures qui fédèrent des écrivains. C'est un sacré défi économique de publier un livre, d'être connu, puis d'en vivre avec des droits d'auteur qui sont ce qu'ils sont. Et donc, j'aimerais bien qu'on arrive à travailler. C'est un appel au peuple pour aider les écrivains. Bon, tu l'auras compris, le travail est devant nous en la matière. Donc, on met en place des accompagnements individuels. Et moi, si demain, il y a des artistes qui ont des projets, des questions, il suffit qu'ils aillent sur notre site Internet. Vous tapez sur n'importe quel bon moteur de recherche français, par exemple, ou européen, le nom de Finance et Pédagogie. Vous arriverez sur notre site et vous trouverez rapidement les coordonnées. Ça arrivera encore plus rapidement sur mon bureau et la réactivité, vous étonnera. Et on peut ensuite mettre en place des dispositifs parce qu'on est soutenu, je le répète. Il y a quand même des causes qui méritent qu'on s'investisse fortement. D'autant plus que la volumétrie avec le monde artistique, elle est pas considérable. Ça peut vite monter en puissance. Hein. Pour reprendre l'exemple des sportifs, nous avons accompagné au sein de l'équipe FP plus de 200 sportifs ces 2 dernières années. Alors à FP, il y a de tout. Hein. Moi, j'ai un écrivain à FP quasi professionnel, enfin un grand talent. J'ai aussi d'anciens champions olympiques qui s'occupent de la partie sportive. Hein. Il y a plus qu'à sonner et puis voyez, on trouve toute une expertise qui est en face. Si je devais donner, je sais pas, 2 ou 3 conseils, on va dire peut-être de base en matière d'argent et de comment gérer son argent en tant qu'artiste, les choses à faire pour éviter des problèmes, par exemple, peut-être juste simple. Non, vraiment, deux points. D'abord, je rencontre des artistes dans le cadre de mes activités festivalières qui sont privées. Hein. Ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une bonne sensibilité au fait que l'argent est le nerf de la guerre.
Les artistes ne sont pas les gens les plus naïfs que j'ai rencontrés en matière d'argent. Ce sont des gens qui ont compris combien ça comptait, combien c'était important pour qu'ils puissent évoluer là. Donc c'est quand même des gens qui ont les pieds sur terre. J'aime pas trop l'image de l'artiste qu'on présente comme loin de tout aspect matériel. Ce sont des gens qui, parce qu'ils ont une sensibilité hors norme, comprennent les aspects matériels, parce que ça participe de la sensibilité au monde. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'ils ne sont pas âpres, mais ils savent que ça existe et ils savent le traiter. Mais souvent, ils le traitent, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, un peu en seconde main. Il y a l'objet de leur activité, puis ça passe derrière. Or, le maître mot, et c'est le principal conseil que je donne, c'est l'anticipation. Dès qu'il y a un projet, qu'il soit artistique, personnel, il y a une dimension financière. Dès qu'il y a une nouveauté dans ta vie, tu te mets en couple, tu divorces, les deux pendants d'un même sujet, il y a une anticipation à avoir. Et ça se prépare. Ce n'est pas de la science infuse, ça ne tombe pas du ciel. C'est des aspects où il faut être méthodologique, il faut être organisé. Et le conseil que je donnerai à tous les artistes, quand vous êtes dans la difficulté, où vous sentez bien la difficulté, parce que ça ne marche pas, parce que vous ne percez pas, parce qu'on est dans un creux d'activité, quand vous avez un projet financier qui à dimension financière tout au moins, comme monter par exemple une compagnie, c'est un cas vraiment très très concret qui peut se présenter pour des comédiens, des musiciens, anticiper la partie financière. Il existe des structures de conseil, il existe des structures intermédiaires dans vos différentes professions qui peuvent vous orienter. On ne prétend pas que FP porte tout, mais il y a des choses qui existent. Anticiper pour bien accéder aux droits et aux réponses qui vous sont proposées. Parce qu'une des grosses difficultés, c'est pas de trouver des réponses. Il y a des structures compétentes comme FP qui peuvent apporter des réponses. C'est de savoir qu'elles existent et d'avoir le bon interlocuteur en face. Bon, après le podcast, de toute façon, une bonne partie de la réponse vous est apportée. Appelez FP et ensemble, on saura vous aider à accéder à vos droits et vous aider à clarifier un projet. Même si on n'a pas réponse à tout, bien évidemment. On notera bien le lien en dessous de l'épisode, en tout cas. Je te propose de passer à les 2-3 dernières questions, justement. Les plus difficiles, probablement. Les plus difficiles sur ta fibre artistique, justement. Ah, oui. Vu que tu nous as dit que dans une autre vie, tu aurais été un artiste. Oui, mais que je manquais cruellement de talent. Bon, déjà, moi, j'ai envie de savoir quel artiste t'aurais été, quel art tu aurais choisi si tu avais été un artiste, alors, finalement. J'aurais été comédien. Voilà. C'est raté. Il n'est pas trop tard. Hein. Oui, bon, on verra ça plus tard. C'est pas pour tout de suite. Mais être un bon formateur. J'ai pas la prétention d'être un bon formateur, mais ce que je sais, c'est que j'ai la chance d'être à la tête d'une équipe de 25 formateurs. Et ils ont beaucoup de talent. Parce que quand vous parlez à des gens très différents dans une journée, de niveau social, de niveau d'éducation et avec des sujets différents, il faut vraiment avoir des capacités d'adaptation hors normes. C'est des gens qui font 400 000 kilomètres au collectif par an, numéro d'une autre, pour aller au plus près des gens. Ils doivent s'adapter à des publics différents. Et ce n'est pas de la comédie, mais il faut des vrais talents d'interprétation. Mais sinon, si j'avais été un artiste, j'aurais soit été un écrivain, soit un comédien, parce que je suis plus sensible par formation à la dimension littéraire des choses. Mais je n'y suis pas encore, Non, mais même si j'ai un écrivain dans mon équipe. Il s'appelle Lionel Tondeur. Lionel, je te fais un quart d'heure de publicité gratuite, remercie-moi. On mettra la référence en dessous aussi. Et, du coup, tu nous as déjà fait quelques recommandations finalement au cours de l'épisode, mais quelles seraient tes recommandations d'artistes à suivre justement? Alors, je vais peut-être être un peu classique, mais alors je vais essayer de faire Bon, en matière littéraire, moi, je lis en ce moment des livres d'un écrivain qui s'appelle Aurélien Bélanger, qui est vraiment un très très grand écrivain. Il a écrit un bouquin, par exemple, qui s'appelle L'aménagement du territoire. Ce qui me plaît beaucoup dans cet écrivain, c'est qu'il a un regard sociologique de long terme sur les évolutions de la société française. L'aménagement du territoire en est un exemple. Il a écrit sur également la nouvelle société de communication. Et il montre donc ces évolutions de société qui ont transformé en 20 à 30 ans notre vie dans des proportions inimaginables. Et en même temps, il arrive à mixer dans ses livres avec des trames, des narrations. Il est très inventif. Alors donc, c'est à la fois très captivant et très instructif. Et j'y vois un point avec notre métier, nous, à Finance et Pédagogie. Nous sommes des formateurs, des formations sur les questions financières. Nous devons anticiper.
ces questions financières. Le rapport à l'argent a été bouleversé. Hein. Une famille en 2025, financièrement, c'est pas la même chose, bien évidemment, qu'en 1960, où on a été créé. Et donc, il y a 1000 manières de parler différemment, par exemple, du rapport du couple à l'argent. Bon, voilà. Et c'est ce que je retrouve dans Bélanger, il nous apprend un monde nouveau avec des histoires qui nous aident à l'apprendre. Et c'est un bon vecteur, c'est un bon signal pour percevoir les évolutions fortes de nos sociétés. Alors en musique, ça n'a aucun rapport avec mon métier, mais j'ai découvert récemment une jeune chanteuse qui s'appelle PR2B. Tout le monde la connaît, mais moi je l'ai découverte il y a 6 mois. Elle a des textes magnifiques, des mélodies extra. Je vois aucun rapport avec finance et pédagogie, mais c'est pas si grave. Allez voir PR2B, c'est une publicité. Écoutez plutôt, et c'est une publicité. Et puis, des matières cinématographiques, mon coup de cœur du dernier week-end, c'est Belladone. C'est un magnifique film avec de très grands acteurs comme Miu Miu, Patrick Chélet, il y en a d'autres, hein, et des jeunes acteurs moins connus. Ça parle de la vieillesse. Dans ce film, on est sur une île au milieu de l'océan et il y a toute une bande de personnes très âgées qui ne veulent pas, c'est une fiction, hein, bien évidemment, qui ne veulent pas obéir à une nouvelle règle de la société, qui Dieu merci n'existe pas, qui dit qu'à partir de 80 ans, on doit être dans un EHPAD. Alors, ils se sont réfugiés dans une île et ils sont aidés par une jeune femme qui les aide à survivre là-dedans. Il va se passer quelque chose, c'est une femme. C'est un très beau film esthétique. Et c'est un film qui parle de nos sociétés, des mutations de nos sociétés, du vieillissement de la population, de la manière dont on peut aider à ce vieillissement, et puis qui montre derrière que cette question de vieillissement, la vraie question, c'est la manière, quel que soit son âge, dont on appréhende la vie. Est-ce qu'on la préserve ou est-ce qu'on la vit pleinement? Donc ça pose plein de questions philosophiques et sociétales. Et comme FP est en train de développer toute une gamme de formations sur les questions d'aidance, de dépendance, de préparation de la retraite, je peux faire le lien à ce qui me fait plaisir et ce qui me permet de reparler de FP, de dire que c'est vraiment un film il avait d'assez moyennes critiques, il faut absolument aller le voir, Belladone. Et puis pour la peinture, j'organise un festival avec un peintre que j'adore qui s'appelle Claude Legrand. Je crois que tu l'avais interviewé il y a quelques années. C'est le meilleur épisode de cette Après le mien, j'espère. Après le mien, on verra. Et c'est un magnifique peintre. Et puis voilà. Mais c'est des goûts d'un homme parmi les autres. Hein. Ils sont très contestables, mais les 4 que je viens de citer, ils me font complètement kiffer. Bah c'est plus important. De toute façon, je crois que l'art, c'est forcément contestable. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il y aura quelqu'un qui s'y retrouvera sûrement dans tes références. J'espère quand même ne pas décevoir tout le monde. Hein. Et si tu devais recommander un invité, justement un artiste pour un prochain épisode? Alors d'abord, je vais respecter ta liberté éditoriale. Hein. 2, je vais lui dire que il faut qu'il vienne parce que c'est un moment très, très sympa dans une vie personnelle et professionnelle de pouvoir comme ça échanger librement sur un thème qui est quand même très inspirant. Et si je devais faire une suggestion, c'est pas celle d'un nom, mais dire, moi, je croise des jeunes artistes, notamment des comédiens sur la qualité personnelle, j'en croise pas mal. Et c'est des gens qui sont pleins de vie, qui sont dans une société pas facile pour exprimer une sensibilité artistique, qui le font avec beaucoup de vigueur, beaucoup de vie, beaucoup de créativité, alors que c'est pas facile, surtout quand on est au début d'un parcours où on n'a pas encore percé, où il y a toutes ces questions-là. Et je pense que ce serait sympa dans ce podcast de donner la parole à une ou un jeune comédienne qui n'a pas encore percé, qui parle de cette entrée dans un métier qui peut quand même être un grand moment de vie, même si c'est bourré de difficultés. Donc, donner la parole à un jeune talent. Ce sera peut-être l'exclu de ce podcast, mais normalement, il se peut qu'une comédienne passe bientôt sur l'épisode. Donc, tu vois, c'est parfait. Et bien, mon bonheur est total. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot avant qu'on clôture cet épisode Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai parlé trop vite, alors donc, je ne veux pas dire... Wow. Moi, sincèrement, mon fil conducteur dans ce que je fais actuellement à titre professionnel, et je pense que c'est comme ça qu'on donne le meilleur en termes d'efficacité, de rendu, etc. J'essaie de vivre une vie professionnelle où il y a de la passion. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Je dis pas que c'est tout le cas tous les matins, mais sincèrement, c'est quand même un moteur important. Donc, je pense que, et c'est pas dans Graines d'artiste, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on comprend assez bien. Il faut vivre ses passions.
Alors, il y en a qui les vivent dans la banque, comme moi. Il y en a d'autres qui vivent dans le monde artistique. Et c'est comme ça que le monde est monde, et c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce matin. Et puis, on met bien sûr tous les liens, etc., que ce soit les artistes, de finance et pédagogie, de tout ce dont on a parlé. J'aurais dû être publicitaire. Hein. Je pense. Merci de m'avoir accueilli, Claire. Merci beaucoup.